s'arrête. C'est le temps justement de votre quotidienne, le grand soir. Le grand soir qui ce soir encore nous plonge au cœur de l'actualité. Une actualité fortement inspirée de la dernière allocution du chef de l'État Paul Biya à l'endroit de la jeunesse camerounaise. C'était le 10 février 2026. Le président a particulièrement promis à la jeunesse des nominations au poste de DG et au poste de ministre pour cette jeunesse-là qui s'impatiente, elle aussi, à être présente dans les sphères de décision. Ce soir, on va s'interroger si véritablement, au-delà de la parole et de la promesse présidentielle, le rêve de voir plus de jeunes au poste de responsabilité peut être permis lorsque l'on sait que c'est pas la première fois qu'il y a ce type d'annonce de la part du chef de l'État. Pourquoi cette fois-ci, on serait enclin à croire que justement ce sera une réalité? On restera aussi justement dans le contenu de cette allocution présidentielle avec cette autre annonce, une annonce inhérente justement aux législatives et aux municipales dont le report a quelque peu été évoqué par le numéro 1 camerounais. Il a dit qu'il resterait scotché, accroché, fixé sur la loi fondamentale et cela justifierait, selon la parole présidentielle, ce report qui semble poindre à l'horizon. On en parle aussi ce soir sur le plateau du Grand Soir. Lorsque je vais vous dévoiler les deux principales problématiques et thématiques du soir, je fais un break, je prends mon verre d'eau, glacé de préférence, et je reviens tout de suite après. Elle tire sa source à plus de 120 mètres dans les profondeurs du Niès. Une roche connue pour ses vertus purificatrices, qui font d'elle un filtre naturel pour l'eau minérale, source Bonis. Cette eau naturelle sans additifs est obtenue au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Retour sur le plateau du Grand Soir, justement, pour nous accompagner dans cette odyssée de l'actualité. Ils sont déjà là, les deux. Je commence par vous, Franklin Nsambou. Vous êtes analyste sociopolitique. Vous êtes habitué et habituel du plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Bonsoir aux millions de téléspectateurs du Grand Soir. Bonsoir à tous ceux-là qui au quotidien suivent cette émission et qui permet d'éclairer la lanterne des Camerounais sur des sujets d'ordre général. Bonsoir aux conducteurs de ce jour. Merci de nous avoir conviés à cette émission. C'est l'occasion pour nous de saluer cette jeunesse qui a célébré hier de manière aussi forte la 60e édition de la fête internationale, de la fête nationale de la jeunesse. Oui. 1966 et 2026, ça fait exactement 60 ans. Et 60 ans, c'est l'âge, pour ne pas dire au-delà de la maturité, c'est l'âge où quelqu'un, aussi qu'il puisse l'être, est déjà peut-être grand-père. Grand-père. Donc, si on est celui-là qui est né en 1966, quel que soit le cas, il faut d'être papa, il est au moins ce grand-père aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup de choses et c'est une semaine de la jeunesse ou alors une onzaine de la jeunesse parce que c'est une activité, une fête qui a été lancée le 2 février. Oui. Mes souvenirs sont exacts, le 2 février à Garigombo par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le 2 février. C'est vrai que au niveau de la région du centre, nous avons assisté à une note de madame le délégué régional des enseignements secondaires qui interdisait les caravanes et les kermesses dans les établissements scolaires. Ça a attiré vivement notre attention et au point où on s'est posé des questions du pourquoi de cela. C'est vrai, les caravanes, oui, mais les kermesses, parfois, concernant les kermesses, c'est à travers ces mouvements-là qu'on détecte, on déniche certains talents. Oui. Mais il y a des artistes qui ont pu être détectés grâce à ces kermesses. Je me rappelle encore des années 93-94, alors que j'étais jeune élève de 5e par là, au lycée de Mbanga. Nous avions nos kermesses là, c'est par là que une artiste de renom, à l'instar de Claudia Dikosso, si vous l'avez connue. Que tout le monde connaît, bien sûr. Claudia Dikosso, alors que nous étions en 5e, une grande soeur à nous, elle était en première C, je me rappelle toujours.
sa manière de chanter, c'était grâce à ces KMS-là que ça a donné encore une autre ampleur à son talent, au point où après elle est devenue une véritable artiste musicienne. Donc je pense que du moment où ces KMS sont censés être encadrés, on doit plutôt renforcer, parce qu'en réalité, même si on interdit ces KMS, on interdit quoi? Ces jeunes-là ont tous les moyens pour avoir des comportements qui sont à la limite déviants, un peu comme le président République l'a décrié lors de son discours à la jeunesse du 10 février. Oui, mais donc même en dehors de ces KMS-là, il y a toujours des moyens pour lesquels, même dernièrement, il y a moins de 3 semaines, il y a une élève là qu'on a renvoyée au lycée de Marba pour des faits que nous avons tous suivis. Ce n'était pas une KMS qui l'a conduit dans ce sens. Donc c'est une manière de dire que le reste, il faut encadrer. Il faut encadrer. Il y a des éléments, il y a ceux qui peuvent réussir leur vie grâce à la comédie. Certains grâce à la musique, d'autres à la peinture, que pendant ce que même à la danse, qui réussissent leur vie, même au football, parce que même à l'école, c'est la raison pour laquelle il y a dans l'établissement scolaire ce qu'on appelle APPS, activité post et périscolaire. Vous comprenez un peu post et périscolaire, et ça permet à ce que on puisse valoriser certains talents qui jusque-là semblent être méconnus. Ce n'est pas parce qu'on est premier de la classe, encore que parfois ce ne sont pas tous les premiers qui réussissent à l'arrivée. Donc on peut dire cette semaine de la 11e de la jeunesse s'est passée dans les bonnes conditions. On a quand même décrié cela. Merci. Et voilà ce que et nous terminons dans ce sens en saluant avec bravoure la jeunesse Bashingo qui a célébré avec faste la 760e édition de la fête nationale de la jeunesse. Merci Franklin pour justement votre déroulé. On a pu lire que vous ne sembliez pas très d'accord avec la décision de Madame le ministre de suspendre les kermesses. C'est un autre débat, on aura l'opportunité d'y revenir. Bon, c'est pas Madame le ministre que... Bon, c'est pour le débat. Merci, merci. On va dire bonsoir et bienvenue au révolutionnaire Aimé Cyprien Olinga, qui lui aussi est présent en ces lieux. Bonsoir Président. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais saluer de manière spéciale tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants du FDR, le Front démocratique révolutionnaire, mon parti, qui sont déjà scotchés, nombreux, pour suivre leur guide. Alors, Président, vous arrivez au pas de course en nos studios. On a l'impression que Yaoundé, c'est quasiment un grand cycle. Lorsqu'il faut se déplacer, lorsqu'il y a la moindre pluie, ça devient une affaire compliquée, très compliquée même. Je dirais même que c'est la croix et la bannière, justement. Pour arriver ici, il a fallu faire beaucoup de gymnastique. Je vous assure, il y a des embouteillages, il y a des bouchons à tout bout de champ. Et comme à ce moment également, nos enfants sortaient des différents lycées et collèges, je vous assure que ce n'est pas du tout facile. On a beau crier, beau décrier le caractère inopérant de nos gouvernants pour la construction des infrastructures, mais nous n'allons jamais cesser de marteler que Yaoundé mérite mieux que ce qui a été fait depuis 43 ans. Comment comprendre? On ne peut pas comprendre qu'une capitale comme la nôtre au XXIe siècle, justement la capitale du pays le plus puissant d'Afrique centrale, soit à avoir des multiples bouchons, qu'il n'y ait même pas un seul échangeur depuis pratiquement l'indépendance. Et ça fait désordre. Ça fait désordre, on a l'impression, je voudrais... À la moindre pluie, Yaoundé est paralysé. Totalement paralysé. Totalement paralysé. Et j'ai dit, on vit là franchement un archaïsme institutionnel et fonctionnel même à la limite, qui est la résultante des tares, des avatars et même des retards de notre système gouvernant. Et ça, nous n'allons jamais cesser de le décrier. Il faut bien que ceux qui gouvernent comprennent que gouverner c'est prévoir, et prévoir c'est faire dans la prospective. Il faut pouvoir faire des plans et puis les mettre en application, les évaluer à mi-parcours et puis voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parce qu'en réalité, on a l'impression que nous faisons de la navigation à vue depuis pratiquement 43 ans. Au temps de l'ancien président, semble-t-il, il y avait des plans quinquennaux. À partir de là, un plan quinquennal, c'est un plan directeur qui vous permet de dire et de projeter un ensemble de projets qui seront exécutés pendant une période de 5 ans.
Et justement, ce genre de plan, il est évalué annuellement et même biannuellement pour voir ce qui a marché, si on est dans le chronogramme et si le rythme des travaux nous permet justement d'être à jour le moment venu. Il paraît que M. Aïdjo est parti avec ses plans quinquennaux et le renouveau, malheureusement, n'a pas suivi. Or, je dis pour ma part, les grands pays font dans la programmation, dans la prospective, et on peut déjà vous dire, dans la plupart des grands pays aujourd'hui, on peut déjà vous dire ce que la capitale sera dans 50 ans. Parce qu'il y a des projections, il y a des plans qui sont dressés pour 50 ans, avec des périodes d'évaluation après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, pour voir si on est vraiment à jour. Et si, au bout de 50 ans, on aura réalisé ce qui a été prévu au moment de l'élaboration du plan. J'ai dit, pour ma part, c'est quand même scandaleux, c'est regrettable que depuis un peu plus de 43 ans, nos dirigeants n'aient pas pensé effectivement à travailler pour l'intérêt du peuple, mais plutôt à travailler pour se remplir les poches. C'est vous qui le dites, Aimé Cyprien. On a compris justement la nature de votre propos. C'est vrai que lorsqu'il y a la moindre goutte de pluie dans la cité capitale du Cameroun, Yaoundé, ça devient un véritable enfer. On va lui dire merci, Marie-Jeanne Abega, d'avoir bravé justement ce vaste chaos pour être parmi nous ce soir. Bienvenue. Merci Stéphane, merci à tous les téléspectateurs de Info TV. Merci de m'avoir invité une fois de plus sur ce plateau. Alors, vous allez bien? Vous avez pu, vous aussi, braver justement cet embouteillage monstre dans la cité capitale? Bien évidemment, c'est pas facile de circuler. Je vais profiter à la suite de Aimé Cyprien pour dire que franchement, ça devient invivable. Déjà, nous avons le phénomène des ronds-points. On ne sait vraiment pas si c'est toujours adapté à notre environnement ou alors à notre cité capitale. On devrait repenser les infrastructures routières au sein de la capitale d'une autre manière. Oui. Je crois qu'il serait temps d'exploiter les espaces aériens aussi, afin de permettre la fluidité. Qu'est-ce qu'on fait dans les espaces aériens? On crée des hélicoptères partout? Qu'est-ce qu'on fait? Si je parle de l'espace aérien, ça veut dire qu'on crée les routes au-dessus des autres, oui, pour permettre la fluidité. Là, c'est des échangeurs, Madame Abega. Oui, pour parler en français facile, pour que tout le monde le comprenne. Donc, si on prend par exemple le rond-point Loncap, vous voyez, ou bien le rond-point central, vous voyez à quel point on a de la peine à circuler à cet endroit. Or, si on avait multiplié les voies à travers, n'est-ce pas, la construction des échangeurs, la circulation serait plus facile, elle serait plus aisée, n'est-ce pas? Donc moi, j'ai dû faire sur une distance de moins de 10 km, je suis à presque 2 heures de temps pour arriver. Vous voyez, je suis toute transparente. Merci pour le gros effort, Madame Abega. Vous êtes là, on va pouvoir échanger comme promis sur justement une des annonces phares de l'allocution présidentielle du 10 février 2026. Le président Paul Biya, s'adressant à la jeunesse, promet justement à sa cible jeune des postes de ministres, des postes de directeurs généraux, et il leur demande en filigrane d'être patient. Alors, Franklin Sambou, le président, a pris l'engagement. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes relativement jeune, vous aspirez aussi être de ceux-là qu'on va appeler pour la grande partie au gouvernement, ou alors dans une direction générale? Nous commençons, on n'a pas dit, peut-être comme le mentionne les textes bibliques, heureux peut-être celui qui croit sans avoir vu. Qui croit sans avoir vu, je préfère commencer par là. Mais aussi, il est aussi bien d'être à la fois celui qui croit sans avoir vu, et bien d'être aussi un Thomas, celui qui a vu avant de croire. Donc tous ces éléments-là vont ensemble. Donc je préfère d'abord commencer par là, parce que peut-être après 44 ans de règne, le renouveau pense que c'est le moment qu'on peut donner la place qu'il le faut, ou bien la place indiquée pour le faire de l'an de la nation
Ça veut dire que vous vous y croyez. Dans les prochains jours, il y aura remaniement, il y aura des jeunes qui vont entrer au gouvernement. Je vous ai présenté deux aspects. Oui. Hein? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais à un moment donné aussi, il faut être Thomas. Donc, ce qui fait que les deux approches sont possibles. Oui. Encore que on a placé le mandat qu'on a appelé le Grandeur Espérance pour la jeunesse et les femmes. Peut-être dans ce sens, les jeunes pourraient, il est encore mieux d'employer le conditionnel, pourraient se retrouver dans les sphères de décision. Dans les faits de décision, on a annoncé les directeurs généraux des sociétés. C'est une très bonne chose parce que ça fait très longtemps. Il y a la presse, bon nombre de médias, que ce soit la presse cybernétique, que ce soit même la presse écrite ou même télévision et radio, ont décrié ces responsables, que ce soit directeurs généraux, ces présidents des conseils d'administration, ces présidents du comité de gestion, qui sont à la tête des structures d'État depuis de 10 ans pour les autres, 15 ans, 20 ans, 30 ans, pratiquement 40 ans même pour certains. 40 ans pour certains, parce qu'en réalité, la loi prévoit pour un directeur général un maxi de 9 ans. C'est-à-dire que 3 ans renouvelables 2 fois. Oui. Ça veut dire maximum 9 ans. Maintenant, pour un président du conseil d'administration, 3 ans renouvelables 1 fois. Ça veut dire qu'un maximum de 6 ans. Mais on a ceux qui ont fait 15 ans, 20 ans. Peut-être aujourd'hui, c'est le chef de l'État avec ce que nous décrivons depuis fort longtemps, a pensé que c'est le moment de mettre aussi les jeunes à cette place. Parce qu'il faut le reconnaître, lui-même en tant que chef de l'État, est entré en fonction, a commencé les affaires en tant que directeur du cabinet du ministre de l'Éducation de l'époque, William Etekimbouma, en 1962. Il avait 29 ans. Merci. C'est pour faire comprendre que dans cette approche-là, il pense faire venir la jeunesse. Et pour continuer, c'est la première fois qu'on annonce un mouvement de DG. Parce que la plupart des fois, on a peut-être changé le directeur général peut-être de Sonara, directeur général peut-être de Camtel, mais cette fois-ci, peut-être il y aura aussi peut-être un remaniement ou alors un mouvement de directeurs généraux. Donc c'est un fait majeur, c'est un fait marquant. Peut-être c'est une annonce forte de la grandeur de l'espérance. Ça, c'est vous qui le dites. Et merci Cyprien Olinga, je me tourne vers vous. Le président Paul Biya, justement s'adressant à la jeunesse, promet un vaste mouvement, des mutations dans le leadership de certaines entreprises et même une entrée forte des jeunes au sein du gouvernement. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps? C'est quand même 43 ans, il ne nous a pas habitués à de pareilles déclarations et il ne nous a pas habitués à puiser de façon principale dans la ressource humaine jeune. Est-ce que le président se rend compte que ses compères, ses générationnaires auraient peut-être aujourd'hui des manquements et qu'il faille insuffler une nouvelle dynamique? Les manquements, je viens de dire, nous venons tous de faire un constat que 43 ans, ça n'a pas été du tout utile, cette gouvernance n'a pas été utile pour le développement de notre pays. C'est un constat. Nous le faisons au sein du Front démocratique révolutionnaire depuis à peu près une trentaine d'années. Nous décrions ce laxisme, nous décrions ces pillages systématiques de nos ressources sans que nous puissions voir les résultats concrets au plan de la matérialisation des politiques publiques dans le sens justement de développer notre nation. Donc le président a fait cette déclaration forte. Mais je dois dire pour ma part que moi je suis Thomas. Il y en a beaucoup sur ce plateau. Non, moi je suis Thomas avec le président Biya, c'est-à-dire que je vais voir avant de croire, parce que ce ne sera pas la première fois qu'il a annoncé, justement à grand renfort des discours, ces réformes-là, l'introduction. Je crois que si je ne m'abuse, ça fait à peu près 20 ans qu'il fait ces déclarations de manière récurrente. C'est la première fois qu'il le dit de façon aussi claire et précise, qu'il y aura plus de jeunes au poste de directeur général et plus de jeunes dans le gouvernement. Disons que j'ai dit donc que moi je vais voir pour croire. Oui. Parce que le président de la République, si vous revenez un peu en arrière, dans son discours du 31 décembre 2025, après sa prestation de serment, il avait déjà fait ses déclarations. Et plus de jeunes, beaucoup de jeunes, enfin le transfert générationnel. Mais qu'est-ce qu'on a vu après, je crois, quelques semaines après ces discours? On a vu nos dirigeants
n'est-ce pas, avec les élections à ces différents conseils régionaux. Oui, les conseils régionaux. On a vu, il a pris les mêmes. Dans la plupart du temps, il a reconduit. Il ne me semble pas que le président du conseil régional du centre, aujourd'hui, est un jeune. Pourtant, c'est lui qui a été reconduit. Quand vous regardez les 10 régions, à part celles où, justement, la jeunesse a pu prendre ses responsabilités, je voudrais d'abord saluer et féliciter le président du conseil régional de la région du Sud et sa vice-présidente, oui, qui ont démontré là que les jeunes en avaient marre. Et que, effectivement, pour avoir une place au soleil, il faut se battre. Il faut se battre. Et ils ont bravé, apparemment, les enveloppes, les noms qui viennent toujours dans les enveloppes, pour dire, nous n'allons pas nous plier à ça. Nous sommes en démocratie. Il va falloir, justement, que nous allions sur le terrain de l'élection. Si nous gagnons, eh bien, ce serait une bonne chose. Si nous perdons, on aura appris. Donc, et Dieu seul sait que l'électorat leur a donné raison. Donc, pour ma part, et d'ailleurs, vous vous souvenez également que quelques jours après, j'ai entendu dire que ce président du conseil régional, jeune relativement, il est jeune, pour le RDPC c'est normal, a été convoqué par la hiérarchie de son parti, oui, au fin d'être, j'allais dire, sanctionné de n'avoir pas respecté les consignes de je ne sais quelle hiérarchie du parti. Je pense pour ma part que le président, apparemment, il n'est pas sorti pour dire mes instructions depuis ma réélection, c'est qu'il faut faire davantage de place aux jeunes et aux femmes. Et si vous regardez les 10 conseils régionaux, il ne me semble pas qu'il y ait une seule femme à la tête d'un des 10 régions des conseils régionaux. Il ne me semble pas qu'en dehors de celui-là, que je félicite davantage du Sud, qu'il y ait un autre jeune. Je pense donc pour ma part qu'il faut voir pour croire. Je ne dis pas que c'est impossible, je crois qu'il n'est même pas souvent très tard pour bien faire. Le président, et d'ailleurs notre pays à la croisée des chemins aujourd'hui, et Dieu seul sait ce qui s'est passé lors de ces élections, le message qui a été envoyé de manière claire, sans équivoque par la jeunesse du ras-le-bol, je crois qu'il en tiendra compte, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a décidé justement de faire de la place à la jeunesse. Vous savez, moi j'ai commencé la politique très jeune. Je me suis battu et je continue de me battre dans cette scène politique depuis environ 32 ans. J'ai commencé à 26 ans. J'ai passé toute mon adolescence et toute ma jeunesse à me battre pour que ce pays soit un pays démocratique. Vous voyez, je suis à la cinquantaine dépassée aujourd'hui, mais parce que toute ma vie n'a été que dans la bataille. Et il est clair que justement, il y a une génération comme la nôtre qui est intermédiaire entre les plus jeunes et les vieux aujourd'hui, qui s'estime avoir été une génération sacrifiée. Parce que comme vous l'avez si bien dit, 43 ans d'immobilisme, où on a reconduit les mêmes. Dites-vous bien que s'il y a 20-30 ans, le président avait pris cette option, justement, de faire comme son prédécesseur, c'est-à-dire de renouveler régulièrement l'élite gouvernante. Je pense qu'il y a très longtemps, les gens comme nous autres, nous aurions été déjà ministres depuis longtemps, DG depuis longtemps, je ne sais pas quoi. Et donc, si à cette époque, 33 ans après de combat, nous continuons encore à nous battre, et que les gens estiment même dans certains milieux que nous sommes des bébés, c'est un problème. Merci. On revient vers vous. Marie-Jeanne Abega, je me tourne vers vous. Alors, la jeunesse est interpellée et elle sera bientôt conviée aux sphères de décision. C'est la promesse présidentielle. Mais lorsque l'on évoque la jeunesse, on parle de quelle jeunesse au Cameroun? De cette jeunesse-là qui a justement fait ses classes dans l'appareil dirigeant, qui a fait ses classes dans le RDPC, la formation dominante, et cette jeunesse-là, parfois désabusée. Mais de quelle jeunesse le président parle lorsqu'il évoque une entrée future et une entrée future de la jeunesse en tant que directeur général ou bien ministre ou membre du gouvernement? Moi, je dirais que c'est comme s'il y avait une sorte d'échauffement. Peut-être le président fait l'échauffement avant de désigner les jeunes, ou bien il interpelle les jeunes à s'échauffer, parce qu'ils vont entrer au gouvernement, ils vont devenir directeurs généraux des sociétés, sans pour autant oublier que
lors du discours du 31 décembre, il a parlé du septennat des jeunes et des femmes. Certainement, comme nous nous acheminons vers le 8 mars, s'il y avait un discours présidentiel, peut-être le 7 mars, il nous parlerait peut-être des femmes qui entreront au gouvernement. Mais il vous l'a promis. Justement, je dis maintenant, nous avons parlé des jeunes. Oui. Alors, moi, je veux dire que ça ressemble au réchauffé. Le discours que nous avons entendu, nous ne disons pas que ce n'est pas vrai, mais à force d'entendre à répétition et d'attendre la concrétisation sans voir, ça prête à équivoque. Et maintenant, par ailleurs, je ne pense pas que le renouvellement ne concerne que l'appel des jeunes, je vais dire le renouvellement de la classe dirigeante, donc l'appel des jeunes et des femmes ne concerne que les postes de DG ou bien les postes de directeurs généraux. Il y en a plusieurs. Il y a les conseils d'administration comme cela a été évoqué. Maintenant, il y a un autre, comment dirais-je, un autre exercice qui nous attend en masse avec la convocation du Sénat, la convocation de l'Assemblée générale. À partir de là, le parti au pouvoir, via le président de la République, devrait nous démontrer qu'ils ont effectivement la bonne volonté du changement et en faisant confiance aux femmes et aux jeunes, en confiant peut-être l'Assemblée nationale à un jeune ou à une femme, ou en confiant le Sénat à un jeune. Est-ce que le président des conseils régionaux vous parle justement avec ces orientations, 10 hommes avec une femme vice-présidente, sans aucun jeune, à part l'exception du Sud, où le président d'eau est relativement jeune par rapport à la moyenne générale? Ce que vous évoquez, vous êtes en train de mettre sur la place publique le parti État auquel nous appartenons. Le parti qui a occupé les 10 conseils régionaux, c'est le parti qui est au pouvoir. Donc, il devrait démontrer la volonté manifeste du changement ou bien de la confiance promise aux femmes et aux jeunes. Nous sommes dans une société qui a beaucoup de maux et nous sommes dans une société où les gens se plaignent. Et quand les gens se plaignent, ils savent pourquoi ils se plaignent. Et ces plaintes à répétition-là conduisent à des phénomènes que nous tous nous vivons en ce moment. Je peux citer par exemple l'extrémisme violent. Je regardais le défilé, je crois que c'était à Garoua, ouais, qui a tourné au vinaigre quelque part. Quand on voit ce genre de comportement, ça interpelle les dirigeants. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on en est arrivé à ce niveau où les gens ne respectent plus l'autorité administrative? Quand moi j'étais enfant, lorsqu'on suivait le ronflement de la langue Rover, du sous-préfet ou bien du commandant des brigades de l'arrondissement, on fuyait d'abord. Tout le village fuyait se cacher. Donc tout le monde allait d'abord en brousse avant de revenir guetter que est-ce que. Mais aujourd'hui, on est arrivé au niveau, on n'a plus peur de parler à un sous-préfet, on n'a pas peur de parler à un commandant de brigade. Donc tous les dirigeants, les gouverneurs, les préfets, on leur lance même parfois les cailloux. Donc ça veut dire que le malaise est perceptible. Si le président a promis, tout le monde l'a entendu. Maintenant, donc, il faut donc passer à l'action. Parce que si on ne passe pas à l'action, ça va encore contribuer à la... Je posais la question de quelle jeunesse, s'il fallait justement faire des choix, Madame Abega. Nous sommes en train d'échanger. Allons-y. Donc je veux dire qu'il faudrait qu'on comprenne pourquoi est-ce que la société ne fait que se radicaliser au fil des jours, au fil des temps. La violence occupe une bonne partie, pour ne pas dire peut-être les 3/4 de notre quotidien. Maintenant, quand il a parlé des jeunes, il n'a pas donné un profil. Mais nous savons qu'il y a des jeunes dans notre pays, et même des femmes, qui ont des talents, qui ont des capacités. Le professeur Viviane Ondoabi-Wolé n'a pas cessé de décrier déjà le fait que les gens sont restés à des postes où ils ont largement dépassé le timing accordé par la loi. Nous le savons si. Donc, ils connaissent le tableau, ou bien alors, comment dirais, le tableau des PCA qui sont
hors la loi, Oui. les DG qui sont hors la loi. Peut-être que les ministres peuvent être sédentaires, mais cette sédentarité-là devient contre-productive parce qu'on commence à confondre le département ministériel ou bien le poste qu'on occupe au patrimoine familial, ce qui est contre-productif pour notre pays. Il y a des cas où lorsqu'on enlève quelqu'un d'un poste, on remplace quelqu'un à un poste, il fait des problèmes. Parce qu'il a déjà, il a intégré, et même sa famille, ceux qui sont autour de lui ont intégré que c'est déjà leur propriété. Ça ne devrait pas demeurer la propriété de quelqu'un. Mais quand on parle de la jeunesse, Oui. il n'a pas défini le profil des jeunes. Mais les jeunes sont talentueux, les jeunes ont des Alors, capacités. lorsqu'il n'y a pas de définition claire du profil, ça veut dire qu'on va encore naviguer vers l'inconnu. Quand il n'y a pas de définition claire du profil, c'est lui qui détient et l'Assemblée nationale et le Sénat et les conseils régionaux et la plupart des mairies. Donc il détient tout. Mais s'il faut donc récompenser la jeunesse, en ne récompensant que la jeunesse du parti au pouvoir, c'est déjà aussi une inégalité et une poche de résistance et de rébellion qu'on est en train de creuser, ou bien qu'on est en train d'alimenter, ou en ne récompensant que les femmes, ou bien les femmes et les jeunes d'un seul parti politique. Ça crée des mécontents. Parce que le problème que nous avons dans notre pays, c'est les mécontents. Et les mécontents sont plus nombreux parce que nous n'entendons que les mêmes noms. Quand ce n'est pas le père qui est au pouvoir, c'est la femme qui est au pouvoir, ou bien alors c'est l'enfant. Donc c'est une histoire de dynastie. De production sociale. Merci, chère madame. Alors, Franklin, je me tourne vers vous. La question des profils semble avoir été éludée puisque le président lui-même n'a pas réellement défini qui avait voix au chapitre. Mais est-ce qu'on devrait faire justement avec cette jeunesse politique qui est fortement politisée, qui appartient à des appareils politiques, ou alors ouvrir l'assiette et en essayant d'intégrer des technocrates bien formés qui ont justement des expériences dans le privé et essayer de les intégrer dans la machine gouvernementale? Bon, déjà, Stéphane, la jeunesse, les profils sont importants de mettre en valeur. Les profils. Parce qu'il est important de savoir qui peut faire quoi et où. Parce que rendu à ce niveau, si c'est la jeunesse là qui est la jeunesse qui demain le 13 février ira au palais de l'unité célébrer l'anniversaire du chef de l'État, on ne dit pas que c'est une bonne jeunesse, mais il faudrait qu'une jeunesse diversifiée. Oui, je veux qu'on se comprenne. Parce que demain, il y aura une jeunesse que, comme c'est le 13 février, on aura une jeunesse qui va être autour du palais ou alors un peu partout là pour souhaiter... Mais ce sont des jeunes. Est-ce que vous allez leur interdire d'aller souhaiter l'anniversaire au chef de l'État? C'est une façon de dire les profils variés. Variés au niveau des profils. Parce que on a presque... Est-ce que vous êtes enclin à accepter des technocrates ou alors des jeunes politiques? Technocrates et jeunes politiques. Tout ça va ensemble. Déjà même que dans l'administration centrale camerounaise, peut-être on ne le sait pas très bien, il y a des jeunes qui occupent des postes de responsabilité. Sous-directeur, directeur. Peut-être jusque-là c'est facile. Il y a certains qui l'occupent à 45 ans, 42 ans. J'en connais qui sont sous-directeurs de l'administration centrale. Oui. Ça veut dire que ceux-là, avec ce profil, que ce soit dans divers domaines, on n'entrera pas, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture, que ce soit le domaine de l'éducation, que ce soit l'environnement, il y a des jeunes à des profils variés. Ça veut dire que le chef de l'État peut se servir à travers ses conseillers à tous les niveaux, de confier la charge d'un département ministériel, la charge d'une grande entreprise à un jeune, que ce soit le technocrate ou bien celui-là qui a la maîtrise de la politique, parce que même c'est pas pour rien que dans l'esprit de chaque parti politique, il y a l'esprit d'encadrement des jeunes, des femmes, des hommes. C'est parce qu'on prépare les jeunes à pouvoir accéder au niveau supérieur. Préconiser quoi? Une jeunesse de technocrates ou une jeunesse de politique? C'est vrai que les deux ne sont pas incompatibles. Oui, je dis, on ne peut pas avoir technocrates et politique doivent aller ensemble. Je veux qu'on se comprenne très bien. Ouais. Mais prioritairement, une jeunesse technocrate. Prioritairement, une jeunesse technocrate. Mais on ne peut rien faire sans avoir des bribes de politique. Ça, il faut le reconnaître. Mais une jeunesse de technocrates, d'abord, qu'il faut mettre en avant pour les éventuels postes pionniers par le président. Encore que, dans son discours du 31 décembre, il avait si bien précisé
comme pour dire, on ne doit pas stigmatiser. C'est pas parce qu'on a parlé des jeunes et des femmes qu'on va stigmatiser, on tiendra compte des profils. Comme vous m'avez dit, c'est-à-dire que l'expérience, si. Donc ça veut dire, même si vous êtes jeune, vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas si. Encore que, même pour avoir l'expérience, il faut commencer. Quelque part. Il faut commencer quelque part. Parce que si on dit que pour être ministre, il a fallu que vous soyez d'abord sous-directeur, il a fallu que vous soyez d'abord chef de service, et qu'on n'a pas la possibilité de chef de service. Ce type de carrière existe encore au Cameroun, où on a quelqu'un qui fait toutes ces classes-là, Franklin Sambou. Non, je suis en train de dire. C'est possible au Cameroun de voir quelqu'un commencer chef de bureau et finir ministre? C'est ce qui devrait être si la jeunesse était vraiment prise en considération. Parce que quelqu'un qui a 10 ans de service, logiquement, devrait passer d'un stade à un autre. 20 ans de service, un changement. Il faut la godasse, Oui, non? Il faut avoir la godasse. Oui, la godasse, je dis de manière logique. Il y a ce qu'on appelle dans chaque administration le profil de carrière. Comme le profil de carrière, logiquement, pourquoi on a des préfets qui n'ont pas 40 ans? On a des préfets qui n'ont pas 40 ans. Hein? On a des préfets qui n'ont pas 40 ans. Non, je suis en train de dire qu'ils n'ont pas 40 ans. Si nous prenons Gilles Sadi, je ne pense pas qu'il ait 40 ans. Cela marque 40 ans. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne mérite pas, mais pour dire que voilà des jeunes à des postes de responsabilité à qui le chef de l'État a confié. Quand on confiait la direction de l'ENAM à Sambou, à Sambou, je ne pense pas qu'il avait 40 ans. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il avait 40 ans. Je préfère mettre de côté lorsqu'on sort du pouvoir discrétionnaire, ça peut créer la confusion. Si il y a ce type de profil avec justement ce type de parcours, est-ce que ceux-là qui arrivent parfois, on ne va pas dire comment cheveux dans la soupe, mais sans avoir fait leur classe, seront enclins justement à porter le développement souhaité par le président de la République? Ils n'ont pas fait leur classe parce que le système en place a empêché qu'ils puissent faire leur classe. Il faut le dire. Parce qu'en réalité... Ils sont non parachutés. Non, si nous prenons l'exemple du chef de l'État. Attends, Stéphane. L'exemple du chef de l'État, il a commencé chef de cabinet, après directeur du cabinet civil, à un moment donné secrétaire général à la présidence, premier ministre, chargé de mission. Chargé de mission. Vous voyez que l'ancien régime a permis qu'il fasse ses classes progressivement. Donc, même chose pour les jeunes. Si quelqu'un sort de l'école, par exemple de l'ENAM, il sort de l'ENAM à 23 ans, 24 ans, 25 ans. Et si à 40 ans, il est toujours à un poste fixe, comment est-ce que vous allez attendre de lui un profil de carrière? Comment? Or, si après 5 ans, on le met à chef de bureau. Après 5 ans, encore il est chef de service. 15 ans, il est sous-directeur. 20 ans, il est directeur. 25 ans, il peut aspirer à être secrétaire général, être conseiller, pourquoi pas ministre? Or, si pendant 30 ans, il est resté toujours un cadre d'appui. Non, si pendant 30 ans il reste un cadre d'appui, ça devient compliqué pour lui. On va dire que oui, c'est encore comme le cadre d'appui. Généralement, l'expérience parce que même la haute administration, il peut gérer. Parce que pendant longtemps, il est toujours autour des responsables, des directeurs, des ministres qui ne sont pas parfois des technocrates. Parce que par moment, on met un ministre qui n'est pas technocrate. Et à la base, ce sont des cadres là qui accompagnent l'action de ce ministre-là pour qu'il puisse être... Merci. On va prendre l'avis d'Aimé Cyprien. Alors, Aimé Cyprien, lorsque l'on sait que ces postes-là sont des postes parfois politiques, pour être ministre au Cameroun, les technocrates ne sont pas nombreux. Généralement, c'est soit des membres du parti dominant ou alors des partis alliés qui sont sur ce strapontin. Est-ce que le président a bien mesuré le défi qui est le sien d'écarter tous ces politiques pour mettre des jeunes qui, parfois, dans les appareils, ne sont pas encore au poste de responsabilité? Est-ce que le président, même au niveau des DG, qui sont aussi des politiques, aura assez de marge de manœuvre pour enlever cela qui peut-être ne sont plus à son goût, pour mettre des jeunes qui n'ont pas fait la classe sur les aspects politiques, lorsqu'on sait que ces postes sont éminemment politiques? Mais écoutez, tout est politique, je vais vous le dire. Et moi je crois, et je vais vous dire pourquoi nous, révolutionnaires, au Front démocratique révolutionnaire, pensons que le président, l'un des échecs du président de la République, c'est que effectivement, lui-même à la base, étant technocrate, a pensé qu'on peut construire le pays essentiellement avec les technocrates. C'est pour ça que la question que vous avez posée à mon panéliste tout à l'heure, Franklin Sambou, je voudrais répondre avant d'aller directement à celle que vous me posez pour dire
que dans la situation actuelle de notre pays, on a besoin d'un savant dosage. Ce n'est pas le cas actuellement. La plupart des jeunes qui sont promus au poste de responsabilité ont souvent ce vernis RDPC, on ne va pas se le cacher, et où ils sont moulés au système du parti et où ils essayent tant bien que mal de répondre aux aspirations. D'abord, je voudrais dire que être moulé au système du RDPC n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est même ce que j'étais en train de vouloir dire. Oui. Parce qu'on a l'impression que même le président de la République, ça je suis sérieux là-dessus, les plus grandes nations se sont consultées avec des gens qui étaient à la tête de l'État, qui avaient une vision et une idéologie. C'est-à-dire que vous voyez les très grandes nations, quand vous voyez la Chine, vous verrez qu'il y a eu un homme fort qui est arrivé, qui avait une vision, qui a fixé le cap et qui a été accompagné par ceux justement qui croyaient à cette vision-là. Et c'est ça la politique. C'est important de le dire. Maintenant, à côté, vous avez, il va prendre à certains postes des technocrates qui sont à même justement de transformer en œuvre concrète les intentions. Est-ce que ce n'est pas mission impossible à l'heure actuelle? Ce n'est pas impossible. Pourquoi vous êtes défaitiste alors qu'on est même dans la bonne voie? Moi, je dis que c'est même, on est en plein dans la direction qui aurait dû être prise il y a 30 ans. Oui. Pour que ça qu'on réussisse. Avec des ministres technocrates non politisés. Non, j'ai dit, d'abord je veux vous dire, le choix que le président de la République a fait depuis qu'il est au pouvoir, c'est qu'il a travaillé beaucoup plus avec les technocrates. Les produits de l'ENAM ne sont pas des politiques. Les produits de l'ENAM sont des technocrates. Et si vous regardez la plupart des sociétés d'État, vous verrez qu'à 80% c'est des produits de l'ENAM. Vous verrez que même dans son gouvernement, quand vous regardez les différents profils qui sont arrivés à des postes de ministres, vous verrez qu'il y a eu très peu de politique, c'est-à-dire que quelqu'un qui est essentiellement idéologique, pragmatique sur le plan de la vision du président. Mais vous verrez qu'il est allé puiser dans des ministères, justement, des gars qui sont sortis de l'ENAM, qui ont été préfets, qui ont été gouverneurs, qui ont été. Ça, c'est des technocrates. Et l'échec, il est là. Parce que quand vous êtes un président de la République, qui a un projet de société, et qui a une vision, vous devez, pour que cette vision soit implémentée, vous devez être accompagné par des gens qui croient à cette vision. Or, c'est ça le militantisme. C'est ça le militantisme, ce n'est pas de la technocratie. Parce que les fonctionnaires, je vais vous dire, d'ailleurs, les postes de directeurs dont on parlait là, sous-directeurs et autres, ce ne sont pas des postes politiques, ce sont des postes des technocrates. Pourquoi? Dans la plupart des grandes nations, pourquoi? Parce que justement, les politiques qui sont à des postes de ministres, de DG, qui sont politiques, qui accompagnent la vision, qui savent vers où on va. Eux, ils ont la vision. Maintenant, ce sont ces technocrates qui sont chargés d'implémenter. Ces technocrates doivent travailler avec ces différents responsables politiques pour implémenter la vision qui a été élaborée au sommet et qui est portée au niveau intermédiaire par les membres du gouvernement, par les directeurs généraux. En réalité, c'est ça leur travail. C'est ça leur travail. Leur travail n'est pas d'aller occuper les postes des politiques qui, eux, doivent travailler pour implémenter la vision. Alors vous préconisez une jeunesse politique ou alors des ministres jeunes politiques déjà, mais est-ce que lorsque vous observez le déroulé de nos appareils politiques au Cameroun, il y a cette formation-là qui permet à ce qu'un jeune soit très vite responsabilisé au sein de son appareil politique pour que plus tard il puisse rebondir à la tête d'un ministère? Il y a cette transition-là qui est possible? Je veux vous dire, dans mon propre parti, le secrétaire national à la communication, il a 32 ans. Et secrétaire général par intérim en ce moment. Le secrétaire général à la communication, M. Mbala Zambou Vincent, a 32 ans. Oui. Il est responsable dans un établissement, il est principal dans un établissement secondaire. Donc, nous, dans tous les partis, du moins de ce qui concerne les partis de l'opposition, je peux vous dire, il y a de la matière. Mais justement, vous posez là un autre problème. Parce que le débat qui a lieu et qui a fait aussi en sorte que les sujets que vous avez mis sur la place soient d'un intérêt particulier pour le Front démocratique révolutionnaire. J'avais d'autres programmes. Mais c'est parce que justement, il y a un débat, même au sein de cette jeunesse, qui se pose donc, qui se dit, quand on a écouté le président de la République, le 10, il a davantage remercié les jeunes du RDPC, qui sont partis. Oui.
Mais le président a remercié la jeunesse et a rappelé que la jeunesse est fortement mobilisée pour valider son projet de société présenté au Camerounais le 12. Il n'a pas préconisé ou alors pointé du doigt une jeunesse particulière. C'est pour ça que j'ai dit que je souhaite que dans la phase critique où se trouve notre pays aujourd'hui, parce que au-delà des discours politiques, nous savons ce qui s'est passé. La jeunesse s'est prononcée. Et nous savons où était la majorité de cette jeunesse qui s'est prononcée. Ah, ça, c'est moi qui le dis. Oui. Et je le dis, et les Camerounais qui nous suivent, au Cameroun et dans le monde, savent que ce que j'ai dit, c'est ce qui est. Donc, en réalité, le président de la République, c'est donc dans cette période, peut-être pour se dire, se racheter, dire, après tout, quand même, je vous ai compris, il est nécessaire que ça ne soit pas seulement... Parce que quand on dit... on a cité un préfet, j'aime bien celui-là, hein, parce que j'aime les jeunes, même quand ils sont les jeunes des grands. Même si c'est moi j'ai eu la malchance d'être fils de cultivateur et autres. Mais si quelqu'un est fils de ministre, vous êtes bien rattrapé, président. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une formation politique. Depuis 32 ans, et je me bats, et tout le monde, tous les Camerounais savent quelle est la valeur. Et votre fils sera un fils d'eux. Modestement, j'ai une formation, on peut même dire des technocrates. Moi, je suis comptable de formation, hein. Je suis comptable de formation. Et votre fils sera un fils de... Ça sera le fils des... Et c'est normal. Et c'est normal. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je n'ai particulièrement rien contre les fils d'eux. Mais j'ai dit, si on doit construire une société seulement avec les fils d'eux, c'est là où il y a un problème. Parce que, madame l'a dit tout à l'heure, à un moment donné, quand on voit il y a eu quelques jeunes DG, bon, il y a 2 ou 3, depuis pratiquement 3 ou 4 mois, qui ont été nommés. Quand vous avez suivi leur nom, eh bien, ça se rattache à de grandes familles. À de très grandes familles. Mais on ne peut pas construire donc une société normale avec des castes. C'est ça la reproduction sociale. Et c'est ça qui est la source de toutes les difficultés que notre pays est en train de connaître aujourd'hui. Parce que les autres jeunes, enfin les fils de pauvres comme nous autres, ils estiment que ils sont moins camerounais quand il faut repartir. Ce n'est pas parce que vous êtes populaire, ce n'est pas parce que vous êtes patriote, ce n'est pas parce que vous démontrez votre... Est-ce que le président a dit qu'il allait nommer seulement les fils de... ou les fils de grands ou les fils de ministres? Nous ne disons pas qu'il l'a dit, mais nous sommes en train de faire un débat qui permet, le président, c'est le pouvoir discrétionnaire, oui, qui permet au président donc de comprendre les désidératas qui remontent. Parce que justement, le fait toujours d'étouffer les voix qui viennent de la base, et qui reporte les frustrations dont parlait madame, et dont je parle depuis 32 ans en tant que révolutionnaire. C'est pour ça que nous autres au FDR, nous avons choisi l'idéologie révolutionnaire et sankariste. Vous savez que Thomas Sankara, justement, dans sa façon de gouverner, n'était pas un aristocrate. Et c'est quelqu'un qui a très bien compris que quand on est à la tête de l'État, il faut se mettre au niveau du citoyen lambda pour mieux comprendre ses problèmes, afin de mieux le servir. C'est pour ça que nous avons choisi l'idéologie révolutionnaire et que nous avons pour modèle Sankara et Rawlings. Vous savez bien que quand Rawlings gouvernait le Ghana, il a très bien gouverné au point où, en partant, tout le monde pleurait. Avec des méthodes un peu dures, président. Vous savez que dans une société où les valeurs, les mœurs sont celles que nous connaissons aujourd'hui, il faut d'abord que ceux qui prennent le contrôle des choses soient rigoureux. Je dis pas brutaux, qu'ils soient brutaux, mais j'ai dit qu'ils soient rigoureux. Et moi, j'ai dit, moi je forme au FDR, nous formons justement cette catégorie des citoyens demain qui seront des gens rigoureux. Parce que les révolutionnaires sont des gens essentiellement méticuleux et rigoureux. Merci. Et c'est dans la rigueur qu'on construit une société de progrès. Merci. Mme Jeanne Abega, alors... on ne va pas vous ramener dans vos livres, mais est-ce que vous connaissez un certain Pierre Kamden Niyim? Pierre Kamden Niyim, dans l'histoire du Cameroun, vous ne connaissez pas? Je connais vaguement le nom, mais... Vous avez entendu parler de ce nom? Oui. Vous vous souvenez pas qu'il a été le plus jeune ministre au Cameroun? Bon, j'ai entendu parler de ce nom, mais je ne connais pas sa généalogie. Oui. Il a été parlementaire, il a été ministre à 23 ans. Oui, donc je ne sais pas ce que vous voulez insinuer. Non, je pose une question pour vous poser la question justement que est-ce qu'on pourrait encore avoir ce type de phénomène? Parce qu'à son époque, c'était un phénomène et aujourd'hui, c'est même un monstre. Être ministre au Cameroun à 23 ans. Vous pensez que dans le système, l'écosystème politique qui régit le Cameroun aujourd'hui, on peut encore avoir ce genre de surprise-là? Bon,
il y a un adage populaire qui dit que rien impossible n'est pas camerounais. Ça, c'est à la discrétion du chef de l'État. Oui. Mais l'ennui, c'est qu'on a comme l'impression que le chef de l'État a un registre comme de référence. Un cahier de référence. Qui ne change pas beaucoup. Voilà, qui ne change pas. Donc, je crois qu'il puise toujours dans ce cahier. Et c'est ce qui fait problème. Quand Cyprien parlait tantôt des problèmes de filiation, généralement, ce sont les mêmes noms qui reviennent. Nous autres qui sommes les fils des paysans, comme on n'a pas connu nos parents, ils n'étaient pas anciens ministres ou députés, bon, on ne les connaît pas. C'est donc ça qui fait problème. Donc on a comme l'impression qu'il y a un cercle restreint. Ce n'est que dans ce cercle-là que quelque chose de bon pourrait sortir. Ça veut dire que pour la jeunesse qui nous regarde, à 23 ans, c'est mort. Pour parler comme eux. Je n'ai pas dit que c'est mort. Je vous ai dit que impossible n'est pas camerounais. Oui. Le président a fait la promesse. Attendons voir la concrétisation de sa promesse. Je crois que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Les Camerounais le regardent. Lui-même, il a réitéré que c'est un gouvernement qui est très attendu. Pendant que le gouvernement est très attendu, il a ajouté en disant qu'il y aura même les directeurs généraux. Et nous pensons que nous pouvons aussi ajouter en disant qu'il y aura les PCA et qu'il y aura même le renouvellement de la classe au niveau des parlements. Donc, ce n'est pas mauvais. Déjà, il doit même déjà renouveler les gouverneurs des régions, la plupart des préfets. Donc, voilà, ça ne peut pas seulement attendre le gouvernement ou bien les directeurs généraux, même les préfets, les gouverneurs, vous savez, vous connaissez bien ce qui en est des gouverneurs des régions, que la plupart, ou bien je peux même dire presque tous sont des retraités. Ils ont atteint la limite d'âge. Donc, ne pensons pas que pour renouveler le pays, on pense le renouveler rien qu'avec un poste ministériel. On devrait commencer à renouveler à partir des postes où les gens se sont sédentarisés. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau que justement le pouvoir discrétionnaire et la réalité politique s'entrechoquent? Il y a une réalité qui est là, c'est que la plupart sont des retraités, mais on vous brandit le pouvoir discrétionnaire du président pour justement ne pas faire évoluer les choses. Oui, bon, c'est le pouvoir discrétionnaire du président, mais lorsqu'on s'en tient au texte de la République, à la Constitution et aux lois de la République, nous-mêmes, nous devons apprendre à laisser, à dire, je suis déjà hors la loi. Parce que si le Conseil constitutionnel, je vais le citer ici, oui, si le Conseil constitutionnel faisait le suivi des actes de la République, ceux qui signent les papiers en étant hors la loi devraient répondre de leurs actes. Si vous avez atteint votre limite de 9 ans, mais vous êtes toujours là, en train de signer les papiers, ça veut dire que c'est déjà une... oui, c'est un problème. Si vous avez dépassé 6 ans, comme le cas des présidents du conseil d'administration, vous êtes toujours là, en train de prendre les décisions, en train de présider les conseils d'administration, on devrait vous interpeller et vous rappeler que vous êtes déjà hors la loi. Est-ce que c'est à ce PCA qu'il faut parler ou alors à celui qui les maintient en fonction? On doit parler à 3 organes, 3 personnes. Celui qui les maintient en fonction, le Conseil constitutionnel qui doit rappeler. Et maintenant, l'individu même qui occupe le poste, qui devrait intégrer qu'il est hors la loi et qu'il s'expose à des poursuites judiciaires. Je ne sais pas s'il y a des juristes sur le plateau. Donc, je pense que ça interpelle non pas seulement une personne, ce n'est pas la société civile ou alors nous qui analysons les faits sur les plateaux qui devons rappeler cela. Nous-mêmes, en tant que citoyens, le président de la République, il a des conseillers. Ces conseillers devraient lui dire devraient faire la cartographie de ceux qui ont atteint la limite et lui dire que, bon, à tel endroit, à la limite, on devrait le remplacer ou alors renouveler son mandat. Mais s'ils ne font pas le travail pour attendre, je ne sais pas, pour dire, non, c'est le chef de l'État. Oui, c'est le chef de l'État, mais il n'a pas la science infuse et il n'est pas partout à la fois. Nous accusons le chef de l'État, oui, il est chef de l'État, mais il y a des personnes autour de lui qui devraient lui rappeler qu'à tel endroit, il y a déjà un problème qu'il faut régler.
puisqu'il ne peut pas... Est-ce qu'il est avec nous ici? Il ne peut pas être partout. Hein? Donc il y a ce problème-là, c'est un problème de gouvernance et c'est un problème de responsabilité, non seulement individuelle, mais une responsabilité républicaine aussi. Merci Madame Abega. On va faire parler les Camerounais puisqu'ils sont nombreux, ceux d'ici et même ceux d'ailleurs à nous suivre. Bonsoir au panel. Le monsieur en lunettes n'est pas sérieux. Lui-même vient de dire qu'un de ses responsables est principal dans un collège privé. Vous ne pouvez pas avoir d'ascension professionnelle dans la fonction publique en affichant votre appartenance à l'opposition. Il n'y a qu'à avoir le traitement réservé aux professeurs d'université quand vous êtes taxé d'opposant. Bélébi, depuis Messa, c'est vrai qu'il y a aussi des opposants. Non, il dit quelque chose de fondamental. Je ne suis même pas contre par ce qu'il dit. C'est pour ces raisons que je disais tantôt qu'il ne faut pas que le président pense que les responsables, les jeunes des partis politiques de l'opposition doivent être exclus dans ce savant dosage de mélange qu'il faut faire pour construire une société harmonieuse. Je suis d'accord avec lui, hein, parce que justement, même nous-mêmes, en tant que leader de l'opposition, vous ne savez pas comment nous sommes ostracisés, comment nous sommes malmenés, comment nous sommes écartés d'un certain nombre de choses. Mais vous avez c'est un choix, mais personne n'a jamais choisi le suicide. Mais si être donc, parce que pour construire une démocratie, si tout le monde va au RDPC, il n'y aura plus de l'opposition, n'est-ce pas? Oui. Or, la démocratie se construit avec un pouvoir et une opposition. On ne peut pas dire, et la société qu'on a voulu construire dans notre pays, c'est que effectivement, ceux qui gouvernent estiment que ceux qui sont dans l'opposition sont des gens à bannir. Et ça, c'est ça qui est la source des problèmes dans la plupart des pays. C'est ça qui est la source des révoltes. Merci. Bonsoir Stéphane, nous avons élaboré avec la Banque mondiale et le MINFOPRA le POE, entendu Programme d'organisation des effectifs en 1994, qui définit le profil de carrière des agents de l'État, sauf personne ne tient compte de cette boussole lors des nominations. Merci à vous, monsieur Abo. Bonsoir. Quand il faut défendre la cause du peuple, que les politiciens cessent de venir révéler leurs propres échecs. Prenez le cas du ministre Joseph Betty Assomo pour voir son parcours. Un exemple à faire valoir. Sachez dire la vérité au peuple. Merci à vous, Jean-Emmanuel. Betty Assomo est un technocrate, hein? Il n'est pas en politique. Oui. C'est un produit de l'ENAM, mais je l'ai dit tantôt. Tout à fait. Voilà. Bonsoir, bonne émission, très intéressante de par la problématique. Le chef de l'État est attendu dans les jours à venir pour concrétiser dans les faits ses dires vis-à-vis des jeunes et des femmes. On espère que ce n'est pas dans les jours à venir qui font objet de débat. Nous avons attendu vainement le panéliste révolutionnaire en lunettes noires sur le plateau comme candidat à la présidentielle, comme lui-même avait juré. Hélas, il réapparaît maintenant pour quel objectif? Bonne émission. Merci à vous, Lucas-Antoine Dier. Il ne suit pas la scène. Bonsoir Stéphane. Si lui me découvre maintenant, ça veut dire que Le courant il n'est pas sérieux. Président, s'il vous plaît. Bonsoir Stéphane. Le courant nous dérange. Je ne vois pas les images. Alors, je ne sais pas comment on fait lorsque le courant dérange et regarder la télé en même temps. Vous allez attendre que ça puisse revenir. Bonsoir, grand soir. Bonsoir particulier au PDG Dieudonné Vin, le promoteur moderne de la technologie de la télévision en Afrique. Très belle thématique. Si la promesse du chef de l'État à la jeunesse au poste de responsabilité est tenue, vraiment ça serait un très bon casting pour la jeunesse. Docteur Abdourahmane, président de l'association des étudiants du Septentrion depuis Paris. Belle émission, conclut-il. Merci cher monsieur. Une ou deux dernières contributions. Bonsoir au plateau, belle émission. Besoin d'un petit éclairage, s'il vous plaît, en faisant ce débat sur la jeunesse dans ce pays. Quand on a 45 ans, on est toujours jeune, c'est une interrogation. On est toujours jeune, finalement, même on ne parle pas toujours des jeunes. À 40, 50 ans, on est toujours jeune. Nous qui avons encore 30 ans, sommes-nous encore des bébés? Le pays s'y me dépasse. Merci à vous, André et depuis Berthois. Il faut rester attentif. On va certainement vous répondre. Certainement, vous êtes encore jeune. Le problème n'est pas un nouveau gouvernement, mais changer le système est mieux, car peu importe la couleur, le prix du poulet... Attention. Car peu importe la couleur, le prix du poulet... Bon, bref. En plus, le président de la République est âgé de 93 ans. C'est normal qu'il gouverne avec ses égaux. Les jeunes ont leur chance, mais ils doivent être déterminés.
Revenons-nous avec un message un peu plus mieux libellé, chers messieurs. Bonsoir, je souhaiterais que nous disions merci à la professeure Viviane Ondoa-Biolé pour son combat sur la légitimité des DG. Depuis 2 jours, ils ne dorment plus, tout comme les ministres. Merci pour cette justement contribution. On va prendre un léger break. On revient tout de suite après pour évoquer les législatives et les municipales. Du grand soir pour justement continuer à disséquer des aspects importants de la communication présidentielle. Un autre aspect a semblé justement filtré de cette allocution, c'est l'aspect inhérent aux législatives et aux municipales. Le chef de l'État a évoqué qu'il resterait dans le cadre de la loi fondamentale pour justement continuer sur cette problématique des élections législatives et municipales. Alors, ce soir, on va se poser la question, est-ce que le report de ces élections-là, ce report est-il acté? Je commence par vous, Franklin Sambou. Lorsque l'on sait justement que la classe politique camerounaise est assez dans l'expectative, est assez dubitative quant à la tenue et même la date de convocation des corps électoraux, pensez-vous que les mots du président de la République sonnent comme un report acté? Stéphane, nous tous qui avons suivi le discours du président de la République mardi dernier à la jeunesse, un fragment du discours montre très bien, indique, ou alors indique un report. Ça indique un report, peut-être il faut maintenant un décret, un texte qui le dit officiellement, mais au regard de ce fragment du discours, peut-être que si on avait cela, ça se lit et ça se dit clairement. Et ça ne serait pas la première fois, ce n'est pas la première fois qu'il serait en train de le faire. Parce que si vous vous rappelez très bien, les législatives et municipales du 30 septembre 2013, parce qu'il faut le dire 30 septembre 2013, devrait s'achever en 2018. En 2018, il y a eu une prorogation pour 2019. Oui. On a prorogé pour 2019. Et en 2019, on a encore prorogé pour 2020. Pour ceux qui ont ça en mémoire. Donc, il y a eu 2 prorogations entre 2013 et entre 2018, 2019, 2020. Ça veut donc dire que cette prorogation-ci n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas un fait nouveau. Bon, c'est vrai que la classe politique se prépare depuis... à ce niveau, Franklin Sambou, lorsqu'on est observateur de la température politique au Cameroun, pensez-vous que justement ce report ou alors cette prorogation soit opportune? Lorsque l'on sort d'une présidentielle avec tout ce qu'il y a eu comme tension, avec tout ce qu'il y a eu comme mort, c'est pas un secret, il y a eu des décès lors de cette présidentielle-là, avec tout ce qu'il y a eu comme division au sein de l'opinion au Cameroun, est-ce qu'il serait encore opportun de ne pas donner la parole justement à ces populations à la base pour le choix justement des élus locaux? Faut-il encore attendre aussi longtemps pour passer à cette élection? En réalité, notre analyse personnelle, nous pensons que ce report est plutôt en train de peut plutôt créer d'autres tensions. Parce que, ou alors, des gens qui s'étaient préparés autrement, parce que, en fait, si on s'en tient aux dernières, tout à l'heure, le président Aimé Cyprien en parlait, aux dernières élections régionales, il n'y a pas eu renouvellement. Renouvellement tout simplement parce que ce sont les mêmes personnes à 80% qui sont revenus aux affaires, parce que ce sont les conseillers municipaux qui élisent les conseillers régionaux. Oui. Et du moment où il n'y a pas eu changement à la base des conseillers municipaux, automatiquement, à plus de 70-80%, il y a eu une reconduction tacite. Il y a une reconduction tacite des conseils des régionaux. Il n'y a que le département, il n'y a que la région de la Damawa qui a eu le changement, qui est passé de l'UNDP au RDPC. Je crois que si je ne me trompe pas, oui. Le reste là, c'est resté carrément sous le contrôle du même parti politique. Et changement au niveau du président, il n'y a que donc la Damawa là. La question est la même. Est-ce que la température politique au Cameroun à l'heure actuelle incite justement à aller vers un report? Est-ce qu'il n'est pas opportun, ça c'est des interrogations, je questionne l'analyste, d'aller très vite donner la parole au peuple, à la base? Oui, c'est que nous disons, le peuple va davantage s'interroger. Déjà le report de en 2025
parce que les élections législatives et municipales devaient avoir lieu en 2025. Déjà, quand on a reporté ça de 2025 pour 2026, il y a déjà eu, une partie du peuple qui s'est insurgé, c'est même à partir de ce report-là qu'on a commencé avec les affaires de mandat impératif. Je crois que c'est à partir du report, parce que un parti politique savait que à partir des élections municipales et législatives, il pouvait avoir des représentants et avoir automatiquement leur place aux élections, la légitimité pour l'élection présidentielle. Bon, le report a fait qu'on entre dans l'affaire de mandat impératif, parce qu'en réalité, mandat impératif, bon, on est passé à autre chose. Bon, maintenant, ce report-ci aucun report ne peut ne pas susciter d'interrogation. Quel que soit l'état, il y a le report, autant il fera l'affaire des uns, et autant d'autres vont fustiger ce report. Parce qu'actuellement, nous sommes au moment où, bon nombre, quand on parle des jeunes et des femmes qui veulent aspirer à des postes de responsabilité, tant technocrates que politiques, c'est également l'occasion, en 2026, avec les élections municipales et législatives, que ces jeunes-là entrent. Et reporter encore pour un an, ça veut dire qu'on donne encore la possibilité à ceux-là, où c'est 6 mois, c'est 3 mois, quel que soit le cas, un report, c'est encore une période, un temps de plus qu'on accorde à ceux-là qui depuis peut-être, il y a ceux qui sont déjà à 20 ans, 30 ans, comme maire, comme député. En augmentant encore un an, c'est l'occasion à ces personnes encore davantage de prendre la place que les jeunes pouvaient occuper. Merci. Aimé Cyprien Olinga, justement, est-ce que vous pensez, vous l'acteur politique, vous l'observateur, que le report serait le bienvenu, justement, au vu de la température politique du Cameroun? J'avais déjà commencé parce que j'ai décidé de reprendre rapidement les débats médiatiques, parce que vous savez bien, quelqu'un l'a soulevé tout à l'heure, qu'au sortir des élections de 12 octobre, il y a eu ce qu'il y a eu. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Et à un moment donné, on a estimé, dans mon parti, j'ai même estimé à un moment qu'il fallait prendre définitivement le recul par rapport à ça. Parce que on se disait, ben, ça ne vaut pas la peine d'être charismatique, ça ne vaut pas la peine d'être le plus populaire du Cameroun pour gagner. Mais après beaucoup de réflexions, et d'ailleurs beaucoup de vos confrères ne faisaient que me répercuter chaque fois qu'ils m'invitaient sur vos plateaux et que je disais que j'avais besoin d'un temps de réflexion. Ils me disaient que vous êtes trop réclamés, on a besoin de la position des révolutionnaires. C'est pour ça que j'ai, par rapport à ce débat, et je peux vous dire, vous savez, le candidat que nous avons soutenu, et qui a fait... Qui est lequel? Vous pouvez le préciser. Mais tout le monde sait que le FDR a soutenu le candidat Chiroma. Oui. Alors, et qui a fait le formidable résultat qu'il a fait, parce qu'il avait des hommes crédibles, en qui le peuple croit comme nous. Alors, vous pensez donc que nous, au FDR, nous pensons, et ça, je prends la position du révolutionnaire et de mon parti. Je ne parle pas au nom de la coalition du nom pour et les autres. Oui. Je dis que la position de mon parti, c'était effectivement qu'il fallait reporter les élections. Pour plusieurs raisons. Et je vais vous les dire. Allez-y. La première raison, c'est que, au sortir, comme on disait, de l'élection présidentielle qui a connu le résultat qu'on a connu, il y a eu des morts. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est la vérité. Il y a eu des dizaines de morts de nos compatriotes. Il y a eu des dizaines de morts. Il y a en ce moment au moins 2000 personnes, 2000 partisans et sympathisants de l'opposition qui sont encore dans les prisons. Bon, pour les chiffres, on va mettre des bémols. J'ai dit ce que j'ai dit et c'est vérifiable, cher ami. Et je dis donc, il y a encore au moins, j'ai dit au moins, parce que certains parlent de 2500, les avocats nous parlent de plus de 2500. J'ai dit au moins. Il y a donc il y a cela. Nous avons encore les partisans de l'opposition, les cadres même de certains partis de l'opposition qui sont en prison et qui en principe devraient même être parmi les maires qui seront élus et les députés à l'Assemblée nationale. Donc pour vous, s'il y avait élection actuellement, ça vous priverait de certaines voix? Au-delà des voix. De certains leaders? Au-delà des voix, il y a des cadres même de certains partis politiques, y compris des sympathisants, qui avaient pour ambition de compétir, qui occupent des positions dans nos partis politiques.
Et qui pouvait être celui-ci, tête de liste dans telle ou telle circonscription, tête de liste aux législatives dans telle ou telle, qui sont en prison. Je le dis, et c'est vérifiable. Donc, on ne peut pas sortir d'une élection comme celle qui vient de se passer, avec autant de morts, avec des gens qui sont encore en prison, et dire, parce que organiser les élections législatives et municipales aujourd'hui signifie même que beaucoup de nos compatriotes vont hésiter qui à être candidat ou à aller voter. Parce que si organiser une élection, la conséquence, c'est qu'il y ait des centaines, des dizaines de morts, qu'il y ait des milliers d'arrestations, mieux vaut ne jamais organiser une élection. On ne peut pas organiser une élection quand les gens ont peur. Est-ce qu'il y a des Camerounais qui se sont levés, qui ont établi et qui sont allés s'exprimer leur droit de vote, leur orientation sur le leadership du pays, qui ont été arrêtés, M. Cyprien? Vous pensez que ceux qui sont en prison, c'est des Tchadiens? C'est des Tchadiens ou des Gabonais? Ce ne sont pas ces Camerounais qui sont allés s'exprimer et qui se trouvent là-bas justement parce qu'ils se sont exprimés? Non, il faut être sérieux. C'est pour ça que moi je dis, quand je fais des débats, je ne voudrais pas faire des débats qui consistent à dire ce que les gens veulent entendre ou ce que les gens veulent entendre. Parce qu'en réalité, dites votre réalité, monsieur. En réalité, c'est la vérité, c'est la justice qui élève une nation. C'est les grands penseurs qui l'ont dit. Oui. C'est la justice. Et la justice ne veut pas seulement dire les tribunaux. C'est-à-dire, c'est ce qui doit être fait. Et qui est fait, c'est ça qui fait progresser la nation. Quand les gens prennent l'injustice, c'est-à-dire renversent l'échelle de valeur, l'injustice devient la justice, et la justice, l'injustice, rassurez-vous, à ce moment, on va vers le chaos. C'est pour ça que moi, je fais des débats pour avertir, pour dire que voilà la bonne direction que nous devons choisir, pour l'intérêt de notre pays, parce que nous tous, et les révolutionnaires en premier, qui sont des patriotes, chez nous, Thomas Sankara nous a appris que quand il disait la patrie ou la mort, nous vaincrons. Cela veut dire qu'on met l'intérêt du pays au-dessus de tous nos intérêts égoïstes. Et pour mettre l'intérêt du pays au-dessus de tous nos intérêts égoïstes, il faut dire ce qui doit être dit pour que le pays avance. Et non ce que les gens veulent entendre parce que ça, on va aller dans le sens du poids. Non. J'ai dit pour ma part que le FDR a demandé cela, que les élections soient reportées, même de quelques mois, 6-7 mois encore, oui. Pour d'abord... Vous êtes certain que les contentieux dans les procédures judiciaires de ceux de vos membres qui sont embastillés seront vidés pendant ces 3 ou 6 mois? C'est ce que nous attendons. Et c'est pour ça que nous disons que la direction que le président de la République est en train de prendre nous semble la bonne. Il semble faire des pas vers la bonne direction. Maintenant, ça ne reste que des intentions. Parce que si nous avons un nouveau gouvernement qui intègre les jeunes, les femmes et autres, et une certaine diversité sur le plan idéologique, ça donnera justement le... Comment dirais-je ça va créer un électrochoc dans la tête de nos compatriotes pour comprendre que enfin nous avons quand même décidé d'aller vers la bonne direction. Et le rôle d'un tel gouvernement, de ce gouvernement, c'est de rassurer, c'est de prendre le taureau par les cornes et de montrer que les choses vont changer et qu'il y a un transfert de génération et que la nouvelle génération qui prend les choses va se comporter différemment de celle qui a été là jusqu'à ce que le président rende public. Et naturellement, ce gouvernement-là doit également avoir pour objectif de vider ce contentieux, d'amener le chef de l'État à comprendre qu'il faut libérer ces compatriotes qui sont actuellement embastillés pour leur permettre justement de venir sereinement préparer les élections municipales et législatives qui vont arriver, parce que beaucoup d'entre ceux qui sont en prison seront des maires, je peux vous l'assurer, c'est les députés. Merci. Et pour chuter, voilà, non, écoutez, moi, pour chuter, je voudrais dire et le réitérer. Il y a également un autre débat. Aujourd'hui, tout le monde sait la situation, à peu près, la situation financière de notre pays. Nous, en tant qu'hommes politiques d'un certain niveau, nous savons qu'elle n'est pas du tout réduisante. Est-ce que vous pensez que, humainement, il était donc aussi possible qu'après le 11 octobre, qu'on puisse encore déployer le nombre de milliards, le budget de milliards, que nous connaissons et qui devait être assigné au double scrutin? Techniquement, c'était impossible. En 6 mois, on peut réguler le gap financier? Bien entendu. Avec une très bonne gestion, avec de nouvelles personnes, des patriotes à la tête au sein du gouvernement, des gens qui pensent qu'il faut travailler pour le Cameroun, dans les sociétés d'État, on peut rattraper cela. Merci. On peut le faire et permettre donc que les élections, et d'ailleurs, plus grave, il y a le contentieux, l'une des raisons pour lesquelles les Camerounais se sont soulevés.
notre système électoral. On y revient. Il faut également faire des recrues. Et le chef de l'État lui-même, il a déjà engagé un chantier sur la réforme administrative. Il faut de nouvelles circonscriptions. Merci, Cyprien. On prend un autre avis sur le plateau. On a compris justement la lecture qui est la vôtre. Alors, Madame Abega, si on allait vers justement ce report, qui aurait à perdre? Ou alors qui serait le grand gagnant? Je suis navré de suivre un responsable de parti politique jubilé qu'on a reporté une élection qui devrait avoir lieu en 2025. L'élection, monsieur... Je fais une analyse. Monsieur, Madame Abega, d'aller au bout de son propos, s'il vous plaît. Donc, je suis navré de suivre un responsable de parti politique. Oubliez que l'élection qui est d'actualité devait se faire en 2025. Nous l'avons déclaré. Et nous sommes en 2026. Nous sommes en 2026 et là, le Cameroun attendait la convocation du corps électoral le 9 février, à partir du 9 février. Tout à fait. Jusque-là, le discours du président de la République semble nous renvoyer à la loi qui lui confère d'autres pouvoirs et d'autres prérogatives sur la non-convocation du corps électoral à la période attendue par la majorité. Et cela ne peut que conforter le parti au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il contrôle la majorité des mairies. Oui. Et le parti au pouvoir est majoritaire au Parlement, dans les deux parlements. Donc, il faut une mathématique assez profonde. Si je lance les élections maintenant, est-ce que je serai toujours majoritaire? Parce qu'il faut être majoritaire au Parlement pour pouvoir prendre ces décisions aisément. Je crois qu'on se comprend. Tout à fait. Mais si maintenant on lance les élections, est-ce que nous serons toujours majoritaires au Parlement? Là, il y a de l'hésitation. Donc, il y a la forte probabilité que le président de la République sépare même les deux scrutins. Il peut dire... Ça ne sera plus une élection couplée. Il n'y a pas une disposition de la loi qui oblige à faire une élection couplée. Il peut décider que je fais d'abord passer l'élection municipale et je réfléchis sur l'équation pour continuer à contrôler la majorité à l'Assemblée nationale. Et plus tard, regarder comme ils contrôlent déjà tous les conseils régionaux et autres. On peut lancer l'élection sénatoriale sans problème. Il n'y a pas de problème à ça. Donc, le grand gagnant, c'est le parti au pouvoir, c'est le président de la République qui contrôle toutes les institutions, presque la quasi-totalité de toutes les institutions. Mais c'est à nous de comprendre entre les lignes qu'il se passe une mathématique avancée pour distraire des Camerounais et qui ne vont pas comprendre l'enjeu de ce qui est en train de se passer. Mais nous pensons que nous acheminons vers la séparation des élections, qui pourraient ne pas être les élections couplées. Oui. On pourrait les faire une en différé. Tout ça est possible parce que c'est dans le but de contrôler. Et maintenant, il y a une réforme administrative qui a été annoncée. Oui. Réforme institutionnelle. La réforme administrative. Le découpage, le MINAT avait annoncé un projet de découpage administratif. Donc, il pourrait avoir de nouvelles circonscriptions. Ces nouvelles circonscriptions entraînent les nouvelles communes, la désignation des nouveaux sous-préfets, les nouveaux préfets et autres. Si on au siège à l'Assemblée nationale. Monsieur. Donc, je veux dire que il y a tous ces enjeux qu'il faut considérer. Ça peut être qu'il faut d'abord que ces chantiers aboutissent pour qu'on n'ait pas à faire les réajustements. C'est vrai que nous n'avons pas la culture des réajustements. Politiquement, Madame Abega, est-ce que justement, lorsque l'on sort d'une élection aussi tendue, aussi à la limite chaotique, avec toutes les manifestations violentes qui ont pu être vues parfois ici et là, est-ce qu'il n'est pas opportun très vite de tourner cette page-là en allant consulter le peuple à la base que de rester dans cette position d'attente qui peut amener à des suspicions que vous relayez sur ce plateau? C'est toujours... Il y a des failles au niveau de la loi. La loi donne les prérogatives au chef de l'État. Mais la loi ne dit pas qu'au cas où ça se passe de telle manière, voilà ce qu'on devrait faire.
Il y a ce vide-là qu'il faut corriger. Parce qu'on s'attarde seulement sur le code électoral. Mais on ne voit pas le vide qui existe au niveau de la convocation du corps électoral ou alors la non-convocation du corps électoral. Lorsqu'on ne l'a pas convoqué, attends, qu'est-ce qu'on fait? Et lorsqu'on le convoque, attends, bon, il n'y a pas de problème. Et maintenant, il y a cette spéculation-là. Nous sommes sortis d'un scrutin où il y a eu des violences post-électorales. Maintenant, il y a un autre suspense au niveau de la non-convocation du corps électoral ou bien du report de la prorogation du mandat des députés et des conseils municipaux. Donc, c'est à sa discrétion. Il peut décider qu'ils vont jusqu'en 2032, puisque la loi n'a pas prévu le concret. La loi ne nous dit pas que s'ils ne convoquent pas, voilà ce qu'on devrait faire. Déjà, nous avons des vides. Oui. Nous avons des vides au niveau du Parlement. Est-ce que vous avez suivi un jour que... Bon, c'est vrai, c'est pas moi qui pose des questions. On n'a pas convoqué les élections partielles dans certaines circonscriptions où les députés sont décédés. Oui, nous avons des vides dans des parlements. Il y a les décédés, les décédés, non? Oui. Il y a des sièges qui sont vides. On n'a pas convoqué les élections partielles pour combler la même chose qu'on est en train de décrire au niveau du gouvernement. Où les ministres sont ministres de 2 départements ministériels. Il y a les secrétaires d'État qui sont décédés depuis des années, les postes sont toujours vacants. Donc c'est parce que tout ça c'est à la discrétion du chef de l'État. Et on ne peut pas en vouloir au chef de l'État parce que la Constitution lui donne les pleins pouvoirs. Oui. Bon, je ne vais pas dire que c'est un royaume, mais à un certain moment, il faudrait qu'on réfléchisse. Il faut interroger un peu. Oui. Merci, très chère madame. Bonsoir le plateau. N'oublions pas que le pays est pris en otage par le régime et le système en place. Si on remplace la salade par le chou, c'est toujours la laitue. C'est votre vision, monsieur Amadou. On va prendre une autre contribution puisqu'il y en a assez. Bonsoir, chers panélistes. Le report des législatives et municipales annoncé par le chef de l'État ouvre un débat crucial entre nécessité institutionnelle et perception d'un recul démocratique. Si le RDPC salue une décision conforme à la Constitution, beaucoup s'interrogent sur l'absence de date précise et sur l'impact de cette prorogation sur la confiance citoyenne. La question reste centrale. Comment garantir que ce réajustement ne fragilise pas davantage la représentativité et la transparence du processus électoral? Merci à vous, cher Ibrahim, pour la réflexion. On prend tout de suite une autre. Madame est très bonne bureaucrate, mais le but d'un parti politique est de conquérir le pouvoir et le conserver aussi longtemps que possible. C'est ça la politique. Vous ne pouvez pas évoquer un point de droit et demander son contraire. Merci pour la contribution. On prend rapidement une autre puisque... bonsoir le panel. Très bonne émission, très bonne thématique. Prorogation, oui. Le découpage administratif devrait passer avant et tous iront aux élections. Merci à vous, chers messieurs, pour justement la contribution. On en prend une autre rapidement. Bonsoir, chers panélistes. Le report des législatives et municipales annoncé, je crois que c'est la même contribution qui nous revient. Bonsoir le panel. Les mêmes gens qui se souviennent et rédigent sans jamais oublier datent les messages de toutes les fêtes nationales du monde. Alors, je ne sais pas où est-ce que les spectateurs vont nous amener. Je vais plutôt me tourner vers Franklin. Alors, aujourd'hui, on est dans l'expectative. On ne sait pas véritablement comment est-ce que, de quoi est-ce que l'horizon politique sera constitué. Les maires, eux, ils sont, pour certains, bien contents d'être en situation de responsabilité toujours. Les députés aussi. Mais que dirait-on des lois qui pourraient être votées dans cette période? Est-ce qu'elles auraient la même portée, la même puissance des lois que celles qui sont votées avant? Est-ce qu'on ne pourrait pas les attaquer puisque ce vide juridique, comme Mme Nabega le pointe du doigt, entraîne aussi des situations juridiques extraordinaires? Est-ce que les lois qui peuvent être prises, ou alors les décisions prises par les maires, par exemple, ne pourraient pas être attaquées? Pas du tout, puisque c'est la loi qui confère les pouvoirs spéciaux au chef de l'État, oui, de pouvoir proroger le mandat des conseillers municipaux ou des députés. Donc du moment où la loi autorise cela, tout ce qu'ils font
correspond à la loi. Donc, il correspond à la loi. Donc, il n'y a pas un vide juridique en ce qui concerne ce problème. Donc, même au niveau de l'Assemblée nationale, le Parlement va se réunir toujours 3 fois à l'année. Les conseils municipaux vont toujours siéger pour définir les budgets, pour travailler. Bon, c'est vrai qu'il y aura des frustrations de part et d'autre, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui, depuis 2025, s'attendaient à compétir, à concourir pour qui gagne, qui fait ci. Mais il n'y a pas, ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, on parlait concernant les députés décédés. Aujourd'hui, ça fait... vendredi dernier, la députée Fosso, je ne sais pas c'est le prénom, Faustine Fosso. Mais elle était plus au Parlement, non? Pardon? Elle était plus Le Parlement, oui, on dénombre à moins 17 députés qui jusque-là sont décédés. Je dis, Ndage est d'ailleurs décédé récemment. Récemment, ça fait au moins 17 qui sont partis. Ça fait un mois, c'est un vide. Voilà, à un niveau, c'est-à-dire un parlement de 180, quand on fait moins 17 ou moins 20, il reste 160, ça fait que c'est un véritable problème. Bon, peut-être qu'on a évoqué le découpage administratif. Bon, ça ne devrait pas être une raison fondamentale, parce que du moment où ce n'est pas en février 2026 que l'idée du découpage administratif est parvenu ou arrivé. Donc depuis le découpage administratif était conçu. Donc si on prend le découpage administratif comme l'une des raisons, ça ne devait pas être la raison fondamentale, parce que c'était déjà pensé ce découpage administratif. C'est vrai qu'on ne viendrait pas faire après mais la question de timing interroge. Il y a eu tout le déroulé des mandats. Pourquoi c'est seulement à la fin que là on vient mettre en avant la question du découpage? S'il n'y a pas justement une idée derrière la tête. Mais ce qui est sûr, les manœuvres politiques ne peuvent pas être... Ce sont des manœuvres politiques. Parce qu'en réalité, comme on expliquait, on sort d'une élection, si on analyse d'une élection où réellement, depuis 92, le RDPC n'a pas gagné à moins de 69%. Parce qu'il faut le dire. Si on se retrouve en 2025 où il a gagné avec 53%, ça veut dire qu'il y a eu un malaise quelque part. Et maintenant, il faut réfléchir des stratégies pour voir comment être efficace tant pour les municipales que pour les législatives. Comme je disais tantôt. Or, peut-être se lancer là sans être préparé fortement pour le RDPC, ils peuvent se voir en train de perdre cette majorité au Parlement. Ça, il faut le reconnaître. Donc stratégiquement, il faut asseoir d'autres mesures pour avoir cette force au Parlement. Parce que perdre le Parlement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Merci Franklin. Oui, il y a beaucoup de choses qui devraient échapper, tant pour les mairies. Il y a, vous voyez, les municipales qui s'achèvent là, il y a beaucoup de maires, tant qu'ils sont en prison, des maires décédés, ça fait qu'une semaine, comme qu'on a élu, moins d'une semaine, le maire de le maire d'Obala avait une élection qui a eu des problèmes. Le maire d'Obala, vous voyez que voilà quelqu'un qui... interpellé celui de Biomba. Oui, de Biomba, on a interpellé celui de Biomba. Donc c'est l'article qui ça s'achève comme ça, avec beaucoup d'incertitudes de part et d'autre. Donc il fallait donc que le RDPC affûte davantage ses armes au regard de ce qui s'est vécu le 12 octobre. Merci Franklin. Bonsoir à vous. Sur le plateau, le report des législatives et municipales annoncé par le président est un calcul politique. Aimé Cyprien Olinga, vous semblez... C'est un calcul que vous semblez valider. C'est la palissade, c'est connu de tous. Mais quand vous validez l'idée du rapport... Je vous ai dit, et je vous dis, que nos partisans sont en prison après de 2000. Les partisans du FSNC, y compris certains cas, d'autres sont en exil. Mais on doit parler en quelle langue? Je dis pour ma part, et c'est la position de mon parti, il faut des préalables. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles nous avons fait le bon score, pour dire que même nous avons gagné, c'était effectivement que nous avions un programme de réforme et de refondation du Cameroun. C'est ça que les Camerounais voulaient. Et le président semble l'avoir compris. C'est pour ça que très rapidement, après l'élection, il a initié le chantier de réforme administrative pour créer de nouveaux départements, pour davantage implémenter la décentralisation. Je vous dis, nous partirons, c'est notre projet, c'est le projet que portait notre candidat, en 3 ans, de faire des réformes. Et le président, avec tout ce qu'on a compris, peut-être qu'il a récupéré le projet, et ce ne serait peut-être pas très mauvais,
Mais il faut donc faire des réformes. Parce que les Camerounais veulent un pays qui est réformé. Ils l'ont manifesté dans les urnes. Oui. Et par conséquent, Il faut faire des réformes, mais le timing vous importe peu. S'il faut attendre 6 mois, le temps de faire sortir vos militants en prison, ça veut dire qu'il y a des choses autres qui peuvent aussi se passer en termes de timing. C'est le timing. Je vous dis, et ça c'est le politique qui parle. Je vous dis qu'il faut faire sortir les 2000 personnes qui sont en prison. Et ça c'est un processus qui doit conduire justement après la mise en place d'un gouvernement d'union pour apaiser les tensions, pour rassurer le peuple, pour dire que le président sait bien quels sont les résultats. Il connaît lui les résultats. Et donc pour rassurer ce peuple qui a choisi un projet, un programme de réforme, ce n'est pas parce que l'autre était tellement... C'est parce que nous avons porté ce programme de refondation que le peuple a estimé que nous devons sortir de l'immobilisme. Parce que il faut réformer les institutions, il faut réformer la constitution, il faut réformer le système électoral. C'était des sujets phares que portait le candidat que nous avons soutenu, oui, et qui a été adoubé massivement par le peuple. Donc, il faut donc, pour ma part, et c'est là où je voulais justement arriver, j'ai pas jubilé quand la dame dit ce qu'elle dit. Quand elle dit, c'est pas ça. J'ai dit, la troisième partie, la troisième raison fondamentale, j'ai évoqué les deux principales. Au moment où je devais arriver à la réforme administrative, vous m'avez coupé. Je disais que l'une des raisons fondamentales aussi qui militait et qui a fait en sorte que le Front démocratique révolutionnaire soutienne le léger report, c'était effectivement que nous avons un parlement Qui vous parle d'un léger, Aimé Cyprien? Moi, et puis quand les gens parlent du vide juridique, moi je ne vois pas là où se trouve le vide juridique. Hein. Moi je suis aussi un peu juriste dans les bords, et j'ai des conseillers juridiques. Allez-y. Le président de la République, la loi lui donne l'autorisation de reporter l'élection municipale pendant pour 18 mois. La loi est claire là-dessus. Il n'a reporté que de 12 mois. Hein. Ça veut dire qu'il a encore une marge de 6 mois qu'il peut utiliser au regard et de la Constitution et de la loi. Il n'y a pas de vide juridique. Pour ce qui concerne les députés à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de vide juridique. L'Assemblée va rentrer en mars. Le président de la République, les députés, la loi précise que les députés peuvent reconduire, c'est-à-dire que voter une prorogation de leur mandat et le président valide. Et c'est ce qui va se passer en mars. Donc il n'y a pas de vide juridique, et c'est pas là où madame, elle voit le vide juridique. Vous ne m'avez pas compris. Qu'est-ce qu'on fait? Quand ce n'est pas convoqué, attends, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que j'ai posée. Ce qu'on fait, c'est effectivement la décision, il y aura des élections. Les 18 mois ne sont pas encore épuisés. Et nous, si vous ne savez pas ce qu'on fait, nous on sait ce qui sera fait. Et on peut même déjà vous dire la date de la prochaine élection à partir au regard de la loi. Donc si vous ne savez pas, l'UNDP, ce n'est pas notre problème. Je dis pour ma part que effectivement, il y aura donc ce report. Le président a très bien compris le message. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas la dangerosité dans laquelle se trouve le Cameroun. Ah bon? Il a très bien compris le message. Et donc le président prend au sérieux le message que le peuple lui a renvoyé. Et il veut agir en conséquence. 1, pour apaiser les tensions. 2, pour faire en sorte que les prochaines élections tiennent compte d'un certain nombre de réformes qui auront lieu avant l'élection. La réforme constitutionnelle, je vous dis, c'est dans le programme. C'était également dans le programme de notre candidat. Et le président en a fait sien. Il y aura une réforme constitutionnelle bientôt. Il y aura une réforme d'un certain nombre d'institutions. Il y aura la réforme du système électoral. Parce qu'il y a des éléments dans ce système électoral qui sont chrysogènes. On lui avait même d'abord envoyé une mouture. Il y a des partis politiques de l'opposition qui ont fait une mouture pour proposer un certain nombre de réformes du système électoral. Il les a. Il va donc appliquer, il va faire ces réformes-là, les réformes constitutionnelles, la réforme administrative. Parce que, voyez-vous, les gens, peut-être le nouvel édifice de l'Assemblée que nous avons, qui a été inauguré il y a quelques jours. Vous savez que cet édifice a une capacité de contenir 400 parlementaires, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Et la réforme administrative, les nouveaux départements, vous savez que la circonscription électorale, en ce qui concerne les députations, en dehors de quelques circonscriptions spéciales dans le Vouri, n'est-ce pas? Vous savez que la circonscription électorale
pour l'élection des députés, c'est le département. Alors, nous avons la certitude qu'il y aura au moins une dizaine ou une vingtaine de nouveaux départements. Et logiquement, ces départements devront avoir un quota d'élus à l'Assemblée nationale. Oui. Nous savons on va passer de 360 arrondissements, donc 360 communes, à peu près 400 et poussières, peut-être 500, ce serait l'idéal. Il faudra donc également 500 communes prévues, donc pour l'élection qui va venir, Donc, en fait, il y a un contexte qui met en scène la perspective qu'il ne pourrait pas avoir élection dans les prochains jours. Monsieur, vous serez candidat à l'élection? Non. Voilà. Et c'est donc les artisans, nous qui aurons des candidats, qui savons quelles sont les difficultés qui peuvent surgir, et on organise dans les contextes actuels. Même sur le plateau, il n'y a pas d'unanimité sur les positions. Non, mais je n'ai pas dit qu'il y ait unanimité. Moi, je parle... Il y a ceux qui voudraient qu'il y ait élection. Vous voulez que... Ce n'est pas que nous voulons. J'explique pourquoi techniquement, si vous avez des milliards à donner à M. Biya pour organiser les élections maintenant, vous lui donnez des milliards. Comme ça, M. Biya dit qu'il n'y a pas d'argent. Moi, je suis un homme politique, monsieur. J'ai accès à un certain nombre d'informations que quand je prends une position, je ne suis pas un débatteur, je suis un leader. Et j'ai accès à un certain nombre d'informations que vous n'avez pas sur le plan politique. Et c'est normal que quand on occupe la position qui est la mienne, que je sois informé sur un certain nombre de choses de la nation qui peuvent justifier mes positions. Moi, je ne viens pas faire les débats les débats de politique politicienne. Merci. Je tiens compte des contraintes parce que j'ai accès à ces informations-là. Je tiens compte de l'environnement politique parce qu'il ne sied pas. On ne peut pas organiser des élections pendant que des milliers de nos compatriotes sont en prison et parmi eux, il y a des gens qui avaient qui voulaient déjà postuler pour les municipales législatives. Merci. On ne peut pas le faire tant que la réforme administrative, qui est la réforme que le président récupère dans le tas par rapport au programme de refondation qui était porté par le candidat qui a eu le plébiscite du peuple. Pendant qu'il veut donc récupérer un peu pour essayer d'apaiser, vous lui dites allons à l'élection. Merci. Donc j'ai dit donc pour me résumer. Pour chuter, j'ai dit le Front démocratique révolutionnaire ne jubile pas. D'ailleurs, nous étions très mécontents même qu'il y ait eu le report de ces municipales de février. Parce que c'était prévu en février 2025. Et vous savez que l'une des raisons, le téléspectateur vous l'a dit tantôt, l'une des raisons qui ont fait en sorte que certains partis politiques, y compris le nôtre, ne puissent pas aller jusqu'au bout avec les 300 signatures et autres qui sont extrêmement difficiles à obtenir, c'est qu'on a renversé, on a renversé. Et c'est la même chose que le candidat du MRC a eu. Si nous étions contre le renvoi, contre le report de février 2025 à 2026, parce que là, nous savions que c'était une manœuvre. Et nous sommes insurgés contre ça, et ça nous a raté, parce qu'effectivement, merci, Cyprien. Il fallait avoir des élus, et les élus étaient programmés, et pour le parti, je ne peux pas parler au nom du MRC, le nôtre, on devait avoir des élus en février, on allait à l'élection présidentielle en octobre. C'est ce qui était prévu. En inversant le calendrier, nous étions les premiers à subir cette injustice. Merci. Maintenant qu'il faut organiser les choses de telle façon que ça se passe de manière sereine, démocratique, parce qu'on aura fait au préalable les réformes que nous avons exigées. C'est une bonne chose, et nous disons et continuons de dire, c'était notre position, il faut reporter, faire. Merci. Merci. À ce moment, organiser des élections sereines. Merci. Vous l'avez dit, votre position est désormais connue pour ceux qui hésitaient encore. Bonsoir à vous, c'est Romain depuis Badjan. La conséquence principale du report des législatives et municipales au Cameroun est que les mandats des députés et conseillers sont prolongés, ce qui retarde le renouvellement démocratique et peut provoquer des tensions politiques. Rebonsoir au panel. Madame Abega parle fort avec certitude. Alors, vous nous mettez dans la confusion, Monsieur Bélibi. Vous parlez de Monsieur Abega. Il n'y a pas Monsieur Abega sur le plateau. Revenez-nous de façon un peu plus explicite. Là, on saura de qui il s'agit réellement.
Bonsoir le panel, vous êtes intéressant, surtout le président Olinga. Je souhaite savoir si son parti va accorder de l'investiture aux Camerounais. Si oui, je souhaite avoir son contact. C'est M. Benjamin Vilongo, depuis l'Alequier. On va essayer... Vous allez lui donner mon contact. Nous allons investir des candidats aux municipales et législatives si ça se passe comme nous l'avons prévu. La prorogation nous permet donc d'organiser des élections sereines et avec... Merci dans tout le pays. Madame Abéga, je retourne vers vous. Une certaine opinion, malgré que le président nous dénie quelques entrées, nous avons nos entrées à nous aussi, mais en avant aussi un aspect inhérent, important à ces élections législatives municipales, c'est l'aspect financier. Des notes, des sources bien introduites nous font savoir qu'organiser une élection couplée en ce moment au Cameroun serait un peu difficile, tant les tensions de trésorerie sont nombreuses. On a vu le ministre des Finances se déployer même à l'international pour essayer justement de capter quelques financements. Est-ce que c'est une raison aussi qui pourrait s'ajouter à toutes les autres qui sont connues, que nous avons présentées sur ce plateau, qui seraient de nature véritablement à freiner l'ambition de l'État du Cameroun quant à l'organisation de ces élections? Le président de la République est d'abord une institution. Oui. Et puis, c'est lui qui rend compte et qui parle au nom de la République du Cameroun. Il est le président de tous les Camerounais. Donc, lorsqu'il prend la décision de reporter les élections, il a certainement une raison fondamentale qu'il n'a pas besoin d'exposer au grand public. Donc, nous sommes en train d'analyser pour comprendre les motivations Tout à fait. de ce report depuis 2025. Et je vous parlais tantôt de la possibilité, et ça c'est une analyse, une adaptation personnelle, la possibilité de scinder le scrutin pour ne pas avoir un scrutin couplé comme d'habitude. C'est possible. Donc, ça pourrait rejoindre la problématique que vous évoquez. Nous savons que nous avons vu les autorisations, les emprunts obligatoires. Oui, le ministre des Finances était hors du pays. Voilà. Et ça pourrait être un problème de tension de trésorerie aussi. Et il ne faudrait pas qu'on engage une dépense à laquelle l'État... Est-ce que ces élections-là ne pourraient pas être classées dans le registre des dépenses de souveraineté? On peut mitiger la portée d'une élection législative et municipale sans qu'il y ait de conséquences politiques, Madame Abéga? Et je veux dire ceci. Quand on parle de dépenses de souveraineté, on commence déjà par un budget. Donc, quand on parle aussi d'un budget, cela ne veut pas dire que l'argent est posé quelque part. Il faut bien qu'il y ait des niches de revenus pour rassembler le budget afférent à une élection couplée, par exemple. Bon, c'est des élections qui se préparent depuis, d'autant plus qu'elles devraient avoir lieu en 2025. Si elles n'ont pas eu lieu en 2025, il y a certainement une raison fondamentale. Et si elles n'ont pas lieu au mois de mai 2026, il y aura aussi certainement une raison fondamentale. Et donc, on va s'acheminer à un niveau où il n'y aura plus la possibilité de reporter une élection. Donc, elle se fera coûte que vaille. Donc, ça, le président de la République a ses raisons. Et ça, c'est dans ses secrets. Oui. Il n'a pas dévoilé pourquoi il a l'ambition de le faire. Il ne faudrait pas que les gens lui prêtent les intentions. Ce n'est pas parce qu'il a reçu des injonctions quelque part. Il n'a reçu des injonctions de personne. C'est parce qu'il pense que le temps n'est pas opportun, ou alors il y a certainement des choses qu'il faudrait corriger, ou alors des moyens à rassembler avant de lancer une élection législative, une élection couplée. Et c'est pour ça que j'évoquais la possibilité de lancer des élections de manière isolée. Séquencée. Oui, voilà. Donc ça pourrait arriver. Donc, pour ce qui est de notre cas, nous avons la possibilité, nous avons chaque Camerounais qui suit la vie politique du pays a raison de se poser des questions, que pourquoi un premier report, pourquoi un deuxième report, et pourquoi on en arrive là. C'est pas parce que le président ne veut pas qu'il y ait des personnes qui soient élues maire ou alors député. Il veut bien qu'il y ait d'autres maires, qu'il y ait d'autres députés. C'est pour ça qu'il a annoncé des réformes et c'est la raison pour laquelle il a annoncé, il a fait des promesses aux jeunes et aux femmes. Certainement qu'il donnera des consignes pour qu'on privilégie les candidatures des jeunes et les candidatures des femmes. Ce qui préoccupe tout le monde. Donc,
la question à revenir à la question que vous posez, le président a ses raisons. Ça peut être les raisons de trésorerie, comme ça peut être des raisons politiques, qu'il y a d'abord des choses qu'il faut corriger ou alors réajuster. Donc, peut-être qu'il fera des consultations. Il a des conseillers. Il ne travaille pas seul. Certainement que ces conseillers ont dû analyser le contexte et lui ont dit peut-être qu'il faut attendre telle ou telle décision, ou alors il faut attendre, par exemple, on a parlé du découpage, on a évoqué la problématique du découpage, ou alors il faut d'abord rassembler les moyens. Mais quant à aller puiser dans les dépenses de souveraineté, il faut déjà que nous soyons sûrs que dans les dépenses de souveraineté, il y a de l'argent. Merci, Madame Abega. Franklin Sambou, on est en train de sortir. Alors, on va essayer de faire le jeu des pronostics ou alors de se projeter. Vous penchez sur combien de temps avant que le corps électoral ne soit convoqué? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Nous voyons, bon, la loi permet qu'il a encore plus de... Il a 6 mois. 6 mois. Ça veut dire que... Il aura au bout de 6 mois? Lorsque vous observez? Peut-être, bon, il faut prévoir quand même à moins 3-4 mois. 3-4 mois. 3-4 mois. On voit à moins 3-4 mois. Parce que si c'était prévu en mai, il faut déjà avoir une élection qui tournera autour de septembre-octobre. Tel que nous sommes en train de... autour de septembre-octobre. Et c'est vrai que ça va faire... Ça permet aux uns de se préparer, d'autres d'affûter davantage leurs armes. Mais certains aussi, des grincements qui s'étaient préparés. De toutes les façons, l'élection finira par avoir lieu. Comme a dit Madame... elle finira par avoir lieu. Elle finira par avoir lieu, oui. Donc, comme on disait souvent, quel que soit le cas, même par césarienne, l'enfant finira par boucher. Merci Franklin. Président, l'élection finira par avoir lieu. Vous épiloguez, vous, en tant qu'observateur bien introduit, sur quel timing? Le timing dépendra de ce que le président décidera. Mais la loi, au regard de la loi qui lui donne la capacité de produire des 18 mois, quand on fait les différents calculs, effectivement, on peut tabler vers août, septembre. Merci. Madame Abega, même timing? Oui, je m'en tiens au même timing, d'autant plus qu'il a dit qu'il va se référer à ce que dit la loi. La fondamentale. La loi fondamentale. Merci, cher monsieur, merci, chère madame, pour votre présence en ces lieux pour cette autre production du Grand Soir de ce jeudi. On va vous recommander particulièrement le journal en langue anglaise qui arrive dans une dizaine de minutes. Mildred Fongue sera là pour l'exercice de l'information, la communication de l'actualité d'ici et même d'ailleurs sur Info TV 20h. Madeleine Karen Biya sera là pour le même exercice. Quant à nous, retrouvons-nous très certainement sur la même antenne, toujours avec le même plaisir, puisque Info TV, c'est votre chaîne au cœur de l'information. Bien au...